Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Inside Hill Climb. C'est parti pour une nouvelle émission ce soir. Vous le savez, hein, c'est le rendez-vous du jeudi soir. Vous êtes maintenant nombreux et nombreuses à avoir noté cette date dans l'agenda. C'est un plaisir. Alors je vais laisser quelques instants, hein, le temps que les spectateurs arrivent, se joignent à nous. Le programme ce soir, je le redonne, hein, pour celles et ceux qui seraient passés à côté et qui verraient juste un live comme ça démarrer dans leur fil d'actualité. Peut-être que ça arrive. Le programme ce soir, c'est BMW M3 E36. Donc on va partir bien sûr du côté du groupe N et je vais dans quelques instants vous présenter les invités. Je salue, tiens, il y a Pierre Joly qui est déjà connecté à nos côtés. Je salue Pierre. Je salue toutes celles et ceux qui commencent à arriver sur le live. Je rappelle, je le dis dès le départ, hein, pour celles et ceux qui sont là, que vous allez pouvoir poser des questions à nos invités tout au long de l'émission. Vous les marquez dans le chat, en commentaire sous la vidéo, et puis je les retranscris à nos invités. Nos invités, justement, on va les accueillir tout de suite. Vous les avez à l'écran. Et puis je vais même leur donner la parole. On va commencer les petites présentations. On va commencer avec celui qui est à ma droite sur mon écran. Alors là, on va dans la Moselle. Là, lui, il a de la chance parce qu'il a un jour férié dès demain. C'est ce qu'il nous expliquait. Alors, ils sont deux même, hein, dans ce cas de figure, même trois, on peut le dire. Il s'agit de Bertrand Simonin. Salut Bertrand. Salut Pierre, bonsoir à tous. Oui. Bon, comment ça va Bertrand? Ça va pas trop mal, oui, merci. Ouais. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir à nos côtés. On va passer une heure ensemble et ça va être une super émission. En dessous de moi, hop, j'ai on va dire le plus gros bras du groupe N, hein, aussi bien en BMW qu'en Mégane RS, maintenant depuis quelques saisons. Il est à nos côtés ce soir. Il s'agit de Pascal Cat. Salut Pascal. Salut Pierre, salut Sébastien, salut Bertrand, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une heure qui sera cool, quoi. Eh ben écoute, j'espère. Notre objectif ce soir, c'est de faire passer la morosité ambiante. Voilà, c'est que nos spectateurs se détendent. Voilà, il n'y a plus de Covid pendant une heure, il n'y a plus rien, hein, juste, on parle de course de côte. Et enfin, troisième invité, celui-là, vous l'avez en bas à droite de l'écran. Alors, je fais ça, mais en fait, c'est ça pour l'effet miroir. Ceux qui regardent l'émission comprennent. Il s'agit de Sébastien Lemaire. Salut Seb. Salut Pierre, salut Bertrand, salut Pascal et bonjour à tous. Ben écoute, pareil, merci à toi d'être à nos côtés. Je suis ravi de vous avoir ce soir. On va parler d'une voiture que vous connaissez bien puisque vous l'avez tous les trois pilotée. Il y en a même un de vous trois qui la pilote encore, cette BMW M3 E36 qui a été, je dirais, une des autos les plus fabuleuses du groupe N. Elle l'est d'ailleurs encore toujours. Et on va justement aussi parler de sa longévité. Je le précise pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez poser vos questions dans le chat en live. Je les poserai justement à Pascal, à Bertrand et à Seb dans quelques instants. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes particulières, à leur faire des demandes d'autographes, pourquoi pas, on ne sait jamais, vous pouvez leur poser. Avant de démarrer l'émission, les amis, on va commencer par les news parce qu'il s'est passé énormément de choses ces derniers jours depuis la semaine dernière, depuis notre émission de jeudi dernier, avec déjà, pour commencer, vous l'avez vu certainement sur les réseaux sociaux du CFM Challenge, et on l'a partagé aussi sur Inside, l'annulation malheureusement de la course de côte de Tursterval Agneau et de Saint-Goueno, ce qui fait que on a encore deux rendez-vous qui sautent malheureusement. Donc on va croiser les doigts pour un démarrage escompté de la saison du côté de La Pommeraye. On adresse bien sûr tout notre soutien aux organisateurs alors j'allais dire des Becrevons, mais pas des Becrevons, mais des Tursterval Agneau et de Saint-Goueno. On espère bien vous retrouver au plus vite, hein, les amis, et venir faire la fête chez vous. Autre très grosse actu qu'on vous a partagé notamment sur Inside et que vous avez peut-être vu sur Facebook, Billy Ritchen qui passe en E2SC. Alors ça va être effectivement certainement du lourd. On suivra ça de très près, Billy Ritchen qui sera donc cette saison au volant d'une Nova Proto NP03 avec un moteur V8. Donc ça sera à suivre de très près. Autre actu, là aussi, tiens, on parlait justement des BMW M3 E36. Il y a un garçon qui en a piloté une il y a quelques années et qui a décidé de changer de monture. C'est Antoine Uni. On vous a partagé ça sur Inside. Antoine Uni qui va changer de catégorie. Il va passer de la production au sport
Et justement, avec cette Formule Renault que vous avez à l'écran, il fera ses débuts en monoplace. On suivra ça de très très près. Alors, on est toujours dans la catégorie sport, c'est pas un changement de monture, mais c'est un changement de look pour Yves Toli qui a un petit peu modifié les couleurs de son speedcar. On a vu ça sur du coup les réseaux sociaux. Très belle robe rouge, grise et noire, ça change un petit peu du orange qu'il avait jusqu'à présent. Bah, vous pouvez noter, d'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez, mais visiblement, les réseaux sociaux ont apprécié cette news. Et puis enfin, autre actu, vous l'avez peut-être vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est Corinne Flandy qui se sépare de sa Formule Renault. On a vu ces photos, hein, justement, partagées par Corinne. La voiture est partie, elle a trouvé un nouvel acquéreur, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas les projets de Corinne. Si elle veut venir nous en parler, eh bien, qu'elle n'hésite pas, hein, on sera ravis de le savoir, en tout cas, effectivement. On a vu ces actus. Voilà pour les news. Tous les jeudis, on introduit l'émission, bien sûr, avec l'actualité de la course de côte. Il s'est passé pas mal de choses. Ça s'active un petit peu, forcément, puisque même s'il y a des annulations, des reports, eh bien, forcément, on arrive progressivement au début de cette saison. Allez, on va poursuivre cette émission. On va commencer par la partie interview. Hein. C'est cette partie classique, on va dire, d'Inside Hill Climb, avec justement nos invités de ce soir. Je salue celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Émission 100% BMW M3 E36. On est en live pendant 1 heure sur Inside Hill Climb et on va commencer tout de suite avec nos invités. Ils vont nous dire un petit peu tout ce qu'ils pensent de cette belle auto. Pascal, je vais commencer par toi parce que alors, c'est vrai que je t'ai invité dans cette émission parce qu'on ne peut pas dissocier ton image de la BMW M3 E36, c'est impossible. Ceci étant, depuis quelques années, c'est vrai que toi, t'es passé du côté de la Mégane RS. Ça va, elle te manque pas trop, la BMW? Oh, bah, écoute, j'avais fait à peu près le tour. J'avais peur de ne plus pouvoir réaliser à force, si tu veux, les temps que j'avais fait, donc de me démotiver. Alors, j'ai dit, je vais essayer de trouver un nouveau challenge, une nouvelle motivation. Et non, oui, c'est parfois tu te dis, j'étais plus tranquille avec la BMW, c'est sûr, parce que c'est une voiture no problème, quoi, vraiment no problème. Le rapport prix-performance idéal. Voilà, la Mégane, c'est un autre outil. C'est plus la guerre, c'est plus une voiture de course avec plus de soucis, forcément. Si c'est une voiture qui est plus typée course, bon, parce qu'elle s'éloigne beaucoup plus que la BM de la voiture d'origine. Renault Sport s'en est vraiment très, très bien occupé, bon, mais avec des pièces spécifiques, donc ça coûte plus cher. C'est un petit peu plus capricieux au niveau de la tenue de route, la violence d'accélération, mais voilà, il faut que je m'y fasse. Et la voiture, elle devrait, dans certains endroits, rouler aussi vite que la BM. Bah, d'ailleurs, on l'a vu parce que vous vous êtes bien tiré la bourre cette année avec Seb. Alors, toi, justement, Seb, transition toute trouvée, cette BMW M3 E36, elle t'a peut-être un petit peu manqué puisque tu l'as retrouvée, toi, à l'aube de l'année 2020. C'était quoi? T'étais obligé, tu t'en sentais obligé de retrouver cette voiture? Obligé non, mais j'en avais vraiment envie parce que c'est vrai que j'avais fait 2 saisons avec une M3 36, donc 2012 et 2013. Et puis pour moi, comme l'a dit Pascal, un groupe N, rapport prix-performance, pour moi, il n'y a rien de mieux que la M3. Et puis moi, j'ai tout le temps été propulsion, donc voilà, le choix a été vite fait de repartir sur la M3, quoi. Donc voilà ce choix, retour aux sources. Et puis je voulais essayer de battre un peu plus Pascal que ce que j'avais fait en 2013. Donc le choix a été l'M3. Voilà, c'est ça, c'est l'appel, on va dire, de la voiture que tu connaissais, qui t'a fait gagner, notamment justement dans ces années-là. Et alors toi, Bertrand, du coup, on te sait sur un nouveau projet hein, depuis quelques temps maintenant, donc délaissant un petit peu la M3 forcément. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet-là? On veut toutes les news 1er avril 2021. Pas de blague, hein. Attention, pas de poisson d'avril, on est des gens Non, sérieux. non, c'est pas, Donc ça tu va nous pas être un racontes poisson les vraies d'avril. histoires, hein, tu Non. nous en dis du bon. Ah, c'est pas que c'est plus un secret, mais bon, ça sera bien sûr toujours une BM, hein, un coupé M3, qui devrait donner à peu près ce qu'on voit peut-être en photo derrière moi, la 320 qu'avait Georg Plaza, comme je l'avais dit il y a quelques temps, pour Elle est répondre là, au ouais. On règlement la voit. Quand tu mets ta tête comme ça, non, de Ouais, l'autre comme ça, côté. tête, De l'autre voilà. côté, ouais. C'est ça. Ah, pardon, ouais. Ah, comme ça, alors, voilà. Voilà, c'est ça. Là, on la Qui voit bien. répondrait au règlement du type E1, du règlement européen.
c'était un rêve de gosse, comme je l'avais déjà dit, de faire une auto entre guillemets libre. Donc le rêve est peut-être en train de se réaliser. Alors ça roulera peut-être pas cette année, c'est peut-être encore un peu tôt, on est dans les finitions carrosserie, il restera encore beaucoup de choses à faire, mais ça reste une BM, quoi. Voilà, avec un 6 Ok, cylindres. ok. Ça, c'est le projet. Tu nous en avais parlé effectivement, il y a pas loin d'un an hein, déjà dans Inside. Oui, oui. Et puis bon, c'est un boulot de fou en même temps, on imagine. Là, c'est développer une auto comme ça doit être des heures et des heures de taf, je pense. Oui. Ah oui. Forcément. Bon, alors avant de reparler vraiment que de la BMW M336, petit retour rapide sur vos carrières respectives, messieurs, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas et qui découvrent. Alors, ils ont atterri en 2019 sur Terre ou en 2020, ils ne connaissent pas l'antériorité de votre carrière. Toi, Pascal, alors tes débuts, alors c'est marrant parce que tes débuts en compétition, c'était pas en tant que pilote, hein, c'était en tant que copilote, c'est bien ça? Exact, j'ai commencé comme copilote sur une NSU en groupe 2. J'étais apprenti dans un garage où le pilote, le mécano, le patron faisait de la course, quoi. Donc, j'ai été baigné rapidement dedans. Et puis voilà, j'ai commencé sur une NSU groupe 2, la Ronde du Jura, un rallye à Bourg, sur la neige. Après, j'ai attaqué par le rallye moi-même. J'avais 2 mois de permis, c'était un peu compliqué. On est même sorti sur le routier. J'ai trouvé un copilote sur place parce que l'autre s'était débiné au dernier moment. On a fini le rallye quand même. Et après j'ai fait une course de côte sur une Peugeot 104 ZS2 en groupe 2. C'est là que j'avais fait la connaissance de Jean-Louis Montriot, qui est parti il y a juste 6 ans, hier, quoi, voilà. Et puis après, je me suis retrouvé avec une Autobianchi Abarth, Samba Rally, Super 5 GT Turbo. J'ai fait en rallye le Challenge Renault Diac. Ça, c'était une belle école de pilotage, de conduite. Hein, ça. Ouais. On est 30, 40, 50 R5 GT Turbo. Et donc, ça motive vraiment de progresser. On a des locomotives devant nous. Et moi, j'estime avoir gagné sur la première saison du Challenge 2 secondes au kill, tu vois, rien qu'en pilotage. Ok. Ouais. Après ça, j'ai eu une Clio Williams en rallye, course de côte. Après, j'ai acheté une Escort où là, j'ai fait que de la côte. J'ai commencé le championnat. J'ai eu une Mitsubishi Lancer aussi où j'ai fait la Ronde du Jura avec la fille de mon mécano, Émilie Roch, et puis avec ma fille, Morane aussi. Tiens, C'était alors, spécial. justement, j'ai une question de Mickaël, là, de Rosan, qui nous suit et qui demande justement à Pascal quand est-ce qu'il va laisser Maureen rouler en côte avec la M3. Mais elle peut, hein, la BM est à elle. Maintenant, voilà, il faut trouver les fonds, les budgets. C'est pas évident, quoi. C'est clair. En tout cas, elle roule un peu en circuit là avec Philippe Marion sur la Porsche. Ils se On font voit bien ça, ouais. plaisir tous les deux. On a vu ça, ouais. On a vu ça, effectivement. Elle m'a dit voilà, bon, ben, ce coup-ci, il faut qu'on roule avec la BM. Donc, je dis oui, d'accord. Oui. Voilà, quoi. Il y a encore Bon, deux, trois choses à faire dessus. on suivra ça de près, du coup, de voir un petit peu si elle sera à nos côtés en course de côte. Toi, Seb, raconte-nous un petit peu tes débuts en compétition. Comment tu t'es retrouvé à faire du sport auto, à faire de la côte, notamment? Le sport auto, j'ai été spectateur depuis mon plus jeune âge, hein, parce que mes parents sont passionnés, donc j'étais spectateur sur les rallyes, sur les courses de côte. Et puis après, j'ai commencé en 2010 à faire du circuit en loisir avec une 325 Clio 30. Et puis, donc du coup, 2011, j'ai rejoint les copains qui faisaient de la côte. Donc j'ai pris ma première licence en 2011 à faire un petit peu de régional. Et, euh, et puis ces mêmes copains m'ont poussé un petit peu à venir en championnat. Donc cette année-là, j'ai pris l'extension de la licence, j'ai pris l'extension nationale pour venir au Mont d'Or. Donc le Mont d'Or, j'avais même jamais fait un spectateur et je me suis retrouvé en 2011 au départ avec ma vieille 325 kg 30. Donc, et puis là, j'ai eu la piqûre de suite, quoi. Donc j'ai fait du coup une dizaine de courses en 2011 avec cette BM. Et puis déjà à l'époque, j'avais déjà une M336 dans le garage, mais pour la route, quoi. Et à partir de là, on a enlevé le cuir, la clim, et puis on a monté un arceau. Et je me suis retrouvé en 2012 à tenter la Ligue Midi-Pyrénées. J'habitais encore dans le sud. Et que j'ai donc gagné en groupe N. Donc j'étais champion Midi-Pyrénées en 2012.
Et comme je voulais quand même progresser, ben, je me suis dit, je vais me lancer au championnat de France en 2013. Donc, contre la référence, contre Pascal. Et donc voilà, j'ai fait mon premier championnat donc, en 2013 en Open. Et j'ai réussi à le battre 4 fois sur les 13 courses du championnat. Et puis voilà, donc à ce moment-là, j'avais le budget donc, pour passer un petit peu au-dessus. Donc je suis parti sur la F2000, toujours en BM, Toujours avec un BM, compact. fidèle à l'hélice. Oui, voilà, je suis vacciné BMW, donc c'est resté chez BM. Et là, j'ai fait 2 années, donc 2014 et 2015, où ça a très bien roulé. On a eu de grosses bagarres, mais d'ailleurs avec Jean, et ça s'est très bien passé pour moi, puisque j'ai accroché les 2 trophées, donc les 2 années de suite. Et donc après ça, il y a eu un petit projet Canada. Donc voilà, je suis allé voir un petit peu à l'extérieur. J'ai passé quelques années là-bas et Il est allé couper du bois, en fait. Il n'a pas dit, mais il est exactement, parti. ouais, et devenir bûcheron. C'est ça. Non, je travaillais quand même dans l'automobile là-bas, mais voilà, les courses de côte, ben, il n'y en a pas trop là-bas. Donc dès que je suis rentré en France, première chose que j'ai faite, c'est me mettre aux annonces et puis rechercher une auto, quoi. Ouais, Et ouais. donc toujours BMW. J'ai quand même regardé un petit peu les compacts pour repartir en F2000. Et puis je voulais quand même un petit fond de la tête. J'avais ce championnat perdu en 2013 face à Pascal et ce manque un petit peu de groupe N quand même parce que voilà, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une auto performance, prix et entretien qui coûte vraiment pas cher. Donc de retour avec l'M3 en groupe N, quoi. Ok. Donc voilà. Voilà toute l'histoire. Hein, voilà le fin mot de l'histoire. Bon, Bertrand, parle-nous un petit peu de toi, tes débuts. T'as démarré par le kart, toi, Bertrand, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il paraît, oui, 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 j'ai démarré par le karting. Et mon père avait un peu couru dans les années 70, ça j'avais dit. Donc passionné aussi. Et puis par la suite, je suis rentré apprenti chez Marshall. Donc là, c'était piqûre de rappel tous les lundis matins. Et puis, donc il a commencé d'abord les années karting. Et après, moi, je suis arrivé, comme je disais, en course de côte en 2012, en fait. Pas Ouais. peu de temps après le SEB. Et j'ai commencé par la course de côte des Beaujolais-Villages, qui s'est terminée par une sortie de route. Donc, un Au peu moins, ça c'est fait. optimiste. Ça c'est réglé. On n'en parle plus. Ouais, non, c'était pas. Voilà, c'est le métier qui rentrait, il n'y Ouais. avait pas trop de dégâts. Mais ça s'est juste passé juste avant le freinage du portail, donc un des 2, 3 endroits où on prend le plus de vitesse. J'ai dit, bon, ça y est, c'est l'affaire est entendue. Puis finalement, ça s'est pas trop mal terminé, avec un peu de chance, peut-être même beaucoup. Et puis après, les années se sont enchaînées. 2013, on a commencé à faire un petit peu plus de courses. Et puis 2014, on a fait le championnat. Donc, on s'était lancé justement avec le Steve Cabello comme, comme objectif 2014 de faire le championnat. Donc, c'est Ok. la première année que j'ai couru contre Pascal. Et puis, l'auto était en version 3 litres à l'époque-là, donc elle manquait peut-être un petit peu de performance par rapport à la 3 litres 2. Mais ça reste quand même une super auto, quoi. Bien Donc, sûr. Bien sûr. puis après, Bien sûr. la suite, on la connaît, quoi, hein. Eh ben écoute, pas Tu mal. vas voir tous les détails de toutes les saisons ou, Oh, le but du jeu, c'est de donner un petit panorama pour nos spectateurs. Hein, Oui, c'est on juste. a donc passé l'auto en 3 litres 2 Ouais, ouais, ouais. dans l'hiver 2014-2015. Et là, on a récupéré un petit peu de performance et puis moi aussi de l'expérience. Et c'est la. Alors, je crois que c'est 2014, la première année où je gagne, mais c'est l'année où Pascal il a abandonné à Becrevon. Je ne sais pas si tu te souviens, Pascal, mais ce n'était pas vraiment une victoire, hein. C'était plus parce que mon adversaire a abandonné. Donc, celle-là, je ne la considère pas comme une victoire. Mais 2015, ça a commencé vraiment à fonctionner. Et là, par contre, ça a été une saison là, de la grosse bagarre quand même. Là, c'était quand même tendu. Et beaucoup appris. Beaucoup appris. Pascal, c'est pas un adversaire facile. Il lâche rien et il laisse rien au hasard. Moi, j'étais encore un petit peu en phase d'apprentissage de tous les tracés. Et le championnat s'est joué. Alors pour moi, je pense que je l'ai perdu à Hébé-Crevant, mais je pense que, enfin pas officiellement, mais c'est à Champs-Rousse que je l'ai perdu. Voilà. Ouais, Mais ça, officiellement, tu veux dire, c'était le moment où ça s'est officiellement marqué, quoi, selon toi. j'avais gagné Dunière, Ouais. enfin le Beaujolais, Dunière, le Mont d'Or. J'ai dit, bon, il faut gagner les dernières et puis ça va peut-être le faire. Et à Champs-Rousse, j'étais content des essais.
Et en course, bah, Pascal a bien mieux roulé que moi, il a gagné. Et c'est, voilà. À Turkheim, bah, il a mieux roulé que moi aussi. Là, ça a été, je pense, je ne vais pas dire la course de ma vie, mais il était nettement devant tout le week-end. Il était meilleur que moi, tout simplement, hein. Et c'est Ronald Garcès on a refait les vidéos, je l'avais dit, à la dernière manche de course. Là, j'ai débranché et je reviens il n'y avait peut-être pas un dixième sur les 6 km de Turkheim C'est et pas un énorme. dixième du record. Et record qui tient toujours du Pascal. D'ailleurs, ça a été, je pense, ma meilleure saison. Donc, voilà. Ok, 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 ok. Après, 2016, il y a eu l'accident du Steve, Bien donc la sûr. saison a été très compliquée. Donc, voilà, donc, mais ça, c'était la partie. Voilà. Et Bien puis, bah, sûr. retour en 2019, quoi, voilà. Ouais, 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 ouais. Et puis, bah, du coup, maintenant, 2019, il y a eu quelques courses. Et puis là, on attend la suite. Et puis, on a une pensée, bien évidemment, parce que on est sur une émission Groupe N. Alors, comment ne pas avoir une pensée pour Steve Cabello, bien évidemment, à qui Ça, ouais. on pense au quotidien. Tiens, quelques petits messages qui arrivent sur le chat. Alors, on a Morane qui dit: Fais attention à ce que tu dis, Papou, je note tout. Ah, alors, attention, dis pas de bêtises, Pascal, parce que ça va te retomber sur la tête. Et puis, on avait tout à l'heure, alors je vous passe le petit coucou. Donc, on nous disait salut les rois du groupe N de la part de Rémi Babi, qui est un ancien aussi du groupe N, hein, en l'occurrence. Donc voilà, on est suivi de près, les mecs. On est suivi de près. C'était pas le plus lent, hein, Rémi, hein. Non, c'était pas le plus lent, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça remonte à il y a quelques années. Rémi, ce serait pas mal qu'il revienne un petit peu en course de côte, hein. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Alors, on va passer à la suite, et justement, la suite, c'est quoi? La suite, c'est le sujet du jour, la BMW M3 E36. Moi, c'est une auto, j'ai toujours vécu, enfin, j'ai toujours connu, en tout cas, en course de côte. J'ai toujours vu Pascal avec cette auto, j'ai toujours vu Loulou Grandjean, etc., etc., avec ces autos-là, et puis Seb et Bertrand par la suite. Alors, racontez-nous un petit peu, messieurs, parce qu'elle a été dispo en différentes configurations, 3 litres, 3 litres 2 notamment, pour celles et ceux qui connaissent pas l'auto. Est-ce que vous pouvez tout simplement en parler, nous expliquer un petit peu, expliquer à nos spectateurs qu'est-ce que c'est que la BMW M3 E36, quelles sont les motorisations différentes, comment est le châssis, etc., etc. Bertrand, si tu veux attaquer? Bah, oui. Bah, je vais dire, c'est un vrai moteur, oui, c'est un 6 cylindres en ligne, en position centrale, enfin longitudinale avant, quoi, une propulsion. Alors moi, je vais pas dire que c'était facile, mais travaillant chez Marshall, on était dedans toute l'année, donc j'étais à la source, quoi, comme on pourrait dire. C'est une super auto. Je dirais qu'elle est quand même assez facile à conduire. Je ne sais pas si on peut dire facile à conduire, mais le terme, c'est un peu un vélo, quoi, une M3. Voilà. Après, il faut quand même un petit peu s'en occuper pour aller hors records. Déjà, il faut mettre des pneus, mais un super train avant, si on sait s'en servir. Et c'est vraiment un équilibre de châssis qui n'est pas piégeux du tout. Voilà. L'auto, elle est vraiment, enfin moi, en termes de réglementation, je pense que c'est vraiment bien comme ça. Il y a eu une petite évolution il y a quelques années, je ne me souviens plus, Pascal, au niveau des jantes, je crois, et puis des couples de pont. C'était, enfin moi, pour mon avis, je pense que c'était bien. Mais voilà, il ne faudrait pas aller au-delà de ce que c'est aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le groupe N a encore beaucoup d'avenir avec les éventuelles futures réglementations? Je ne sais pas. Mais l'auto, elle est vraiment bien comme ça. Comme disaient mes deux camarades, plutôt économique en entretien. Et non, enfin moi, c'est une super auto. Simple, efficace, performante, Ouais, simple, efficace, sans avoir facile les à prendre en dénaturer, quoi. main. Oh, puis performante quand même dans Bien l'ensemble, sûr, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Et tiens, puis tu, avec un... tu- tu parlais justement du groupe N, Bertrand. On a Pierre Oui. Joly qui pose une question, mais je pense savoir la réponse. C'est vrai que comment dire, Pierre nous demande pourquoi il y en a jamais eu de mémoire en groupe A, mais je pense qu'il y en a eu en groupe A, il me semble, hein, des Si, si, M3. si, Il y si, en a si. eu, hein, il y en a eu, Ah oui, non, non, l'M3 Group A a il y été en a eu. aussi décliné en 3 litres Group A Exactement. C'est bien et ce en qui me 3 litres semblait. 2, hein. Ah si, si, ah bah C'est si. exactement, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui Ah me oui, semblait. oui, ah oui, oui, Et oui. d'ailleurs, je pense que Fabrice Marshall a roulé en groupe A d'ailleurs avec, il me semble, si je dis pas de Ah bêtises. bah là, il a d'abord, avec la 36, il a commencé par la Group Ouais. N et ensuite est venu la Group A. C'est Voilà. ça, c'est ça. C'est bien ce qui me Ouais, semblait. c'était ça. J'étais pas sûr, mais je voulais me fier à votre savoir Si, si, sans limite. 2002, la première Group N et J'allais 2004, la dire première Group A. 2004-2005. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Voilà. Donc voilà, on a trouvé la réponse. Pascal, c'est peut-être toi qui connais mieux cette auto finalement, parce que tu l'as tellement pilotée. Je pense que tu la connais par cœur. Comment tu la décrirais cette voiture d'un point de vue technique pour celles et ceux qui découvriraient en fait cette voiture? Oui, alors je pense que c'est Bertrand quand même qui la connaît le mieux. Lui, il a donné un Oh, prénom à ouais. toutes les Alors, autres il la voitures. connaît pour différentes, enfin, La Ouais, sous technique, mais différentes. pas la... C'est ouais. ça, c'est ça. Après, oui, comme dit Bertrand, qu'est-ce que je peux rajouter? Elle avait un super équilibre, elle est facile, oui, elle est plus facile à conduire que la Mégane, par exemple.
il faut pas la brusquer, je pense. Et c'est une voiture de base qui est déjà très bien faite. Donc, en groupe A, on n'en a pas vu énormément parce qu'en groupe A, elle coûtait cher. Il ne fallait pas se tromper sur ce qu'on faisait, je pense, en groupe A. Parce que comme de base, elle était déjà très bonne, il ne faut pas faire n'importe quoi après, quoi. Mais sinon, ouais, c'est une voiture qui ne pose pas de problème, quoi, qui roule, on démarre. Moi, personnellement, j'avais tout pris chez BMW Motorsport, aussi bien le boîtier que les arbres à cam et ouais, c'est tout ce qu'il y avait. Hein. Les suspensions, non, ça n'était pas du BMW Motorsport, mais ça démarrait, quoi. Ça ne posait pas de questions. Il n'y avait pas à mettre des bougies comme avec l'Escort. Il fallait mettre des bougies chaudes pour la démarrer et après mettre les bougies courses pour ne plus la noyer. Là, c'était vraiment… tu peux aller chercher le pain avec tous les jours, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Là, tu mets la clé, tu démarres, c'est parti, gaz. Ouais, la mienne, je l'ai achetée, elle avait 110 000 km, par exemple. Donc, elle a 25 ans maintenant. Elle est cardant, c'est toujours ceux d'origine. Ouais, c'est balèze, hein. C'est balèze. C'est C'est impensable avec des autos plus récentes et tout. C'est impensable, quoi. C'est impensable. C'est impensable. Seb, comment tu la décrirais, toi, cette auto qui t'a fait revenir, en tout cas, à tes premiers amours? Ben, je pense que mes camarades ont tout dit, hein, et pour moi, je la décrirais comme la groupe N. Voilà, c'est vrai que la, la Mégane à Pascal, je pense qu'elle est quand même performante, mais euh, pour moi, et je l'espère, que la BM restera devant. Et donc, voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est la groupe N et ça restera la groupe N. C'est l'M3. Il y a, si BMW et la Fédé auraient homologué la E46, la groupe N, pour moi, ça aurait été la M346 parce que la E46 est une petite évolution de la E36. Mais, comme disaient mes camarades, un châssis, c'est une super auto, très bien équilibrée d'origine. Un moteur qui, pour l'époque des années 90, faisait 100 chevaux litre. Donc, c'est quand même une vraie voiture de sport, quoi. Donc voilà, avec quelques modifs qu'on a droit, comme les amortisseurs, les largeurs de jantes qui nous permettent de mettre des pneus, mais quand même assez performants. Voilà, à moindre coût, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une auto où on arrive à avoir des performances qui sont quand même très intéressantes, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis plutôt d'accord avec vous. C'est vrai que c'est la voiture du groupe N, c'est la voiture la plus iconique. En tout cas, c'est celle qui a eu le plus de longévité. Alors justement, ça va rejoindre une de mes prochaines questions. Tiens, je vous lis quelques messages et il y en a quelques-uns qui sont adressés pour vous. On a Nico Millet, donc notre cher photographe. D'ailleurs, on a le logo de Nico là, hein, qui est sur l'écran que vous avez sous les yeux. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ses réseaux. Nico qui dit excellent souvenir du trajet des Vérifs du Mont d'Or en 2014 pour Bertrand. Ah, j'allais le dire, Pierre, je me permets de prendre la parole. Ça aurait été une anecdote à raconter avec le Seb. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Seb. Ah, celle-là, c'était un grand moment. Hein. Ah oui, c'était un grand moment. Si tu veux que je te la laisse la raconter, si Pierre nous autorise. Bah alors, si vous voulez, les gars, à la fin de l'émission, je vous ai préparé un petit moment pour balancer une anecdote. Donc, oui, comme ça, on fait un peu de suspense pour nos abonnés. Ils sont obligés d'attendre un petit peu. Alors, une info, tiens, parmi les messages. Donc pour Bertrand Simonin, c'est Julien Français qui nous écrit, qui dit qu'il était chez Alain Frémy hier et qu'il va sûrement faire le Mont d'Or en groupe N. Ça peut être un candidat aussi, Julien Français en groupe N. Je pense que ça peut rouler pas mal. Et puis lui aussi, c'est pas un lent, hein. Ah oui, c'est clair. Et puis un autre souvenir de Gilles. Donc là, on n'est plus côté photo, on est côté vidéo. Gilles de Pilote TV. Qui nous dit une des plus grandes longévités en compétition. Son premier souvenir, c'était Wanek au Mont d'Or qui venait par la route. Et oui, parce que ça reste une auto de route, effectivement. Donc c'est vrai que effectivement, ces autos-là, elles pourraient très bien. On enlève tous et comme on le disait tout à l'heure, hop, on part, il n'y a plus qu'à enlever le cuir et puis c'est parti, on met un arceau et ça fait une voiture de course. L'inverse pourrait être vrai. Allez, on continue. Alors justement, j'avais une question à vous poser, les gars. C'est vrai que certes, il y a tous les avantages que vous avez évoqués par rapport à cette voiture, notamment sur le budget qu'elle nécessite qui reste très très modeste. À quel moment vous vous êtes dit, chacun d'entre vous, tiens, je vais partir sur cette auto? Est-ce que ça a été, il n'y a pas eu un petit côté coup de cœur ou un truc comme ça? Pascal, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Oui, alors moi, c'est en 99.
Donc après un petit différend avec Dominique Gillet, suite à 2 réclamations, une de lui, une de moi sur l'escorte, lui sur la BM, j'ai dit, bon, ben, écoute, ce coup-ci, l'escorte, c'est un peu compliqué, donc je vais prendre la même voiture que lui et puis on verra, quoi. Ok, c'est comme Et ça, là, c'était le déclic. 3 litres 2 et c'était une bonne idée. Bon, c'était le déclic. Seb, c'était quoi toi ton déclic pour passer à l'auto? Alors, tu avais l'auto dans le garage, effectivement, mais pourquoi être comment dire, parti sur cette auto-là et pas sur autre chose? Ben, comme on disait, bon, ben, voilà, j'ai toujours aimé les propulsions et aimé les BMW, donc voilà, ça c'est un fait. En étant spectateur avant de rouler, ben, je savais qu'est-ce qui gagnait en Européenne, c'était l'M3, hein, donc ça, il n'y a pas de surprise non plus. Et puis, donc, cette auto est performante. Moi, j'en avais acheté une pour le plaisir, ben, parce que je pilotais pas encore à cette époque-là. Et quand j'ai commencé à avoir la piqûre de la course, ben, j'avais cette auto-là dans le garage. Donc, ben, Autant profiter. ouais, autant profiter. Voilà, c'est la voiture qui gagne. J'en ai une. Et voilà, on va mettre ce qu'il faut pour pouvoir rouler avec. Et puis voilà, donc ça a marché. On pourrait dire ça a matché de suite. Bah, bien sûr, ouais, bien sûr. Et toi, Bertrand, c'est quoi? Bon, on imagine que en ayant été pardon, du côté de la famille Marshall, c'était compliqué de Ouais. passer. Rouler avec autre chose, ça aurait été un crime de lèse-majesté, je pense. Ah ben, je rentrais pas au garage le lundi matin, je pense, hein. Non, mais je suis rentré en 99 chez Marshall et Fabrice, il courait avec l'M3E30 Groupe A. La voiture-là me faisait rêver. Là, j'ai dit, qu'est-ce que ça doit être bon de rouler là-dedans? Et financièrement, c'était inaccessible, hein, déjà à l'époque et aujourd'hui. Elle me fait toujours rêver, mais elle est encore moins inaccessible. Et c'est son frangin, Didier Marshall, qui m'avait dit, mais tu vas bien arriver à en monter une pour toi un jour, en parlant de l'M3E36. Et je faisais du karting à l'époque-là. Elle m'intéressait, mais ouais, oui. Et puis le jour où j'ai arrêté le karting et que l'Olivier Riclou, le carrossier, m'a dit non, mais il faut en faire une là. Donc là, c'est parti, on en a fait une. Et puis quand je suis monté dedans, bah, je ne voulais plus descendre. Eh oui, oui, oui. Donc c'est parti un On peu peut comme ça, quoi. comprendre. Voilà. On peut comprendre. Bon, ok. Eh ben oui. Tiens, les gars, j'ai une question à vous poser de la part de Vincent Savary. Alors, question très sérieuse, très importante. Vincent, il nous dit, ils sont tous plus rapides que moi. Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut se raser la tête, se laisser pousser la barbe ou apprendre à parler le mosellan? Alors là, les gars, je sais pas, hein, là. Si vous avez la réponse, vous lui donnerez. Je salue Vincent qui est du coup c'est mon président, Vincent, hein. Vous le savez, vous avez vu ça sur les réseaux. C'est le président de la 16. Maintenant, il a rangé le casque. C'est pour ça, en fait, il n'arrivait pas à aller aussi vite. Donc, il s'est dit, tiens, allez, c'est bon, je vais devenir organisateur. Ça sera plus simple. Non, je rigole, bien évidemment. Alors, Bon, mais il était quand même assez rapide, Vincent. oui, Hein. c'est vrai, il a fait quand même quelques Savant, je me rappelle que je regardais quand même ses chronos. Hein. Je le regardais, je dis, il va quand même pas. Voilà, non, c'était quand même chaud. Bah, c'est 2019, il fait deuxième du groupe N, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Hein, Ouais. je crois. Ouais, Et puis, même les années d'avant, il a fait des temps qui étaient bien. c'est parce que les gens de bagnole sur 16 sont des gens modestes. Voilà, pour ça. Peut-être, oui. Je vous expliquerai ça ultérieurement, mais c'est pour ça. Non, je rigole bien sûr. Alors, pour poursuivre un petit peu l'émission, j'avais une autre question à vous poser. C'est vrai que cette auto, alors, elle est quand même assez incroyable parce qu'elle a plus de 25 ans, cette voiture maintenant. Donc, elle a quand même des années derrière elle. Comment on explique la longévité de cette voiture, selon vous, et notamment sa longévité à performer au top? On l'a vu avec toi, Seb, cette année, puisque tu as remporté le trophée FFSA Group N au volant de cette voiture. Justement, Seb, est-ce que tu pourrais commencer par répondre à cette question? Selon toi, quelles sont les raisons de sa longévité? Mais comme on le disait jusqu'à maintenant, je pense que c'est une auto qui est quand même bien faite avec un bon châssis, un bon moteur performant. La boîte qui est d'origine, bon, c'est pas son point fort, mais ça va quand même. Après, on a eu droit à d'autres ponts qui ont fait que ça a amélioré la chose aussi. Mais après, il n'y a pas eu, honnêtement, beaucoup de véhicules qui ont été homologués en Groupe N. La Mégane, c'est quand même assez récent. Il y avait aussi les Mitsubishi Lancer ou Subaru Impreza, mais le budget n'est pas vraiment quand même le même. Et puis, c'est des gens qui faisaient aussi du rallye à côté. Donc, c'était pas des véhicules typés vraiment pour la côte. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'elle est tout le temps restée au sommet. Et puis, voilà, c'est une auto, on aurait dit qu'elle a été faite pour courir, quoi. Voilà, parce qu'elle elle a un châssis qui est fait pour ça. Son point faible, le seul que je lui trouve,
auquel on pourrait arranger la chose, mais bon, il faudrait que ça soit homologué autrement, c'est son poids, voilà, parce que c'est une auto qui est quand même assez lourde, mais ça fait quand même des temps vraiment très performants. Bien sûr, puis on l'a vu cette année et ça en a encore justement sous le coude. Bertrand, comment tu expliques la longévité de cette voiture, toi qui l'as si souvent, on va dire, travaillé, et je sais que vous avez bossé d'ailleurs ensemble avec Seb là récemment sur celle de Seb. Comment t'expliques ça, toi, cette longévité? Ouais, Seb a peut-être presque tout dit. Et je voulais dire, le coup de la E46, ça, c'est un clin d'œil au constructeur, surtout à la Fédé, c'est autre chose. Ça, c'était un regret, bon, c'est tout. Moi, je pense que déjà la fiabilité de l'auto, et à la base, elle était effectivement super bien née. Le coût des pièces, fut un temps, était quand même assez minime. Aujourd'hui, ça commence à prendre un petit peu de valeur parce que ça devient un petit peu plus rare. Il y en a encore, mais il faudrait pas casser des moteurs tous les dimanches. Ouais, la fiabilité. Et puis une auto qui est super bien née à la base, quoi. Voilà, à croire que les gens de chez IBM à l'époque l'avaient presque conçu pour ça. Aujourd'hui, avec les autos modernes, je vais parler pour chez BMW, mais à titre d'exemple, la 135i, voilà, ça vaut pas le châssis de la E36. C'est terrible de parler comme ça, comme tu disais, Pierre. Ça a 25 ans de conception, peut-être même plus. Il faut voir comment que ça marche, quoi. Alors là, oui, la 135i, ça fait au-delà de 400 chevaux, c'est formidable, mais on ne peut pas les exploiter. Donc, l'M3, elle est vraiment bien. Et non, la longévité, ouais, la fiabilité, ouais, la fiabilité. Et puis, il n'y a rien de nouveau d'homologué. C'est toujours ça. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Comme C'est vrai disait le Seb, à part la Mégane, c'est très bien pour le sport, hein, qu'il y ait des nouvelles voitures et on ne demande pas mieux. Mais si IBM avait fait les demandes pour homologuer ces autres modèles, on en aurait eu d'autres. Maintenant, c'est un problème aussi de ça, je pense, d'homologation, malheureusement. Moi, je Je pense vois. que, pour revenir à ce que tu dis, Bertrand, BMW aurait homologué la E40. Je ne veux pas dire qu'ils auraient relancé le groupe N, mais parce que, Ouais, quand même, ouais. de nos jours, je trouve que le groupe N, il n'est pas très, très fourni. Ils auraient homologué la E40. Je suis persuadé qu'il y en aurait une dizaine au départ tous les week-ends. Sûr. Ouais, ça aurait été peut-être effectivement le chaînon manquant entre l'époque du début d'homologation de la E36 et aujourd'hui, c'est vrai, pour étoffer davantage le plateau. D'ailleurs, on nous demandait tout à l'heure combien de pilotes étaient justement au volant de. J'ai plus la question sous les yeux, donc je sais plus qui l'a posé. Mais on nous demandait combien justement il y a de BMW M3 E36 aujourd'hui en groupe N. Au niveau du championnat, c'est vrai que à l'année, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a toi, Seb, mais je ne saurais pas dire exactement combien il y en a. Mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins qu'il y a quelques années en arrière. Ouais. Pascal, je ne sais pas si tu te souviens, en 2015 à Saint-Gueno, je crois que c'est 2015, Ouais. on était deux dans le groupe. C'est la première fois de ma vie où je terminais dernier du groupe N. Ah ouais, ça tombe bien, c'est plus ou moins. En étant deuxième. C'est con, c'est con. Non, mais c'était terrible, ça, Pierre. Hein. On était comme. Alors, je ne vais pas dire comme deux cons, Pascal et moi, mais c'est fou quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que moi, j'ai des souvenirs dans les années 2000 et tout, quand j'étais minot, il y avait, je sais pas, il y en avait 10, quoi. Des autos Oui, comme oui. ça. Au Beaujolais, en 2014, on était 12, hein, par contre, Ouais, je ouais, crois. ouais. Des fois, ça revient quand même de temps Voilà. en temps. Ouais. Et toi, Pascal, justement, comment dire, comment tu l'expliques, toi, cette longévité? Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que Bertrand et Seb viennent de nous dire? Alors, il y a une chose qui est bien quelque part, hein, fait par la Fédé, c'est qu'ils ont limité la bride à 35 pour les turbos. S'ils avaient laissé ça libre, la BM, elle n'existerait plus en groupe N. Ce serait l'arme, ce serait la Mitsu, la Mégane, avec des boîtes à changer tous les 3 courses, des joints de culasse, des choses comme ça, quoi. Donc, le groupe N, c'est quand même la catégorie qui ne doit pas être trop chère. Donc, ça s'est été très bien géré de ce côté-là. Ensuite, d'allonger la caducité des voitures, des groupes N. Ça, bravo. Donc, après, la BM, elle a un petit peu évolué. On avait au début des Dunlop. Ce n'était pas des pneus très top, quoi, pour la voiture. Après, on a eu du Michelin. Là, par contre, c'était nickel, quoi, avec le Michelin. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une chose. On a eu des jantes plus larges, les voies donc, étaient libres. Donc, ça a fait un petit coup de pouce sans être trop cher. Les rapports de pont aussi, mais sur la 3 litres 2, que tu mettes un pont long ou pont court, c'était presque pareil. Ça a aidé peut-être la 3 litres.
Après, il y avait un écart de poids entre la 3 litres et la 3 litres 2. Il y avait 116 kilos d'écart quand même en homologation. Eh ouais, ça y joue, hein, Et ça y joue, ça y joue. heureusement pour la 3 litres, ça l'aidait un peu. Sinon, il n'y aurait jamais eu de 3 litres en groupe N. Bon, je pense que la 3.2 était quand même un petit peu plus vite. Après, oui, c'était une explication que j'ai eue par BMW parce qu'à l'époque de la 3 litres, quand ils l'ont homologuée, c'est eux qui ont présenté une auto à la FIA. Donc, ils ont pris les mensurations, le poids et tout. Donc, c'est une voiture très, très sélectionnée. La 3 litres, 5 ans après, la FIA donc, est au courant de ce qui se passait, mais chez tous les constructeurs. Et donc, c'est eux qui ont choisi une auto sur la chaîne et qui ont trouvé la 3 litres 2 116 kilos plus lourd, alors qu'en fait, techniquement parlant, il y aurait dû avoir 15 kilos d'écart. Ouais, je vois. Mais bon, c'est quand même. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait, c'est que malgré les années, ça reste des méga autos. Certes, il y a un petit déficit de poids, de tout ce que vous voulez. Et puis moi, perso, je trouve qu'elle elle est indémodable, cette voiture. Elle a un look de folie, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai toujours trouvé cette auto magnifique, quoi. Au niveau centre de gravité, elle est bien placée par rapport à toutes les autres qui sont homologuées. En plus, elle est plus basse. Elle est plus basse qu'une Mégane, qu'une Mitsu, qu'une Subaru. Donc ça, c'est déjà un petit point. L'équilibre, on n'en parle même pas. Quand tu les mets au poids par roue, les voitures, tu es surpris de voir qu'à l'avant, tu n'as presque pas plus de poids qu'à l'arrière. Tu te demandes comment ça peut se faire, quoi. Mais c'est ça, alors que tu mets une Mégane au poids par roue, c'est pas pareil. Hein. Oui, c'est sûr. Non, c'est des tops autos. Alors, les amis, j'ai un petit message à vous faire passer de la part de Jean-Claude Brazé qui dit bonjour les BMistes. Alors, tout à l'heure, il saluait les concurrents, parce que c'est vrai que Jean-Claude Brazé était venu faire un petit peu de groupe N avec la BMW M336. Donc, voilà, on a du beau casting quand même. Je vous ai pas ramené n'importe quoi, les mecs. Hein. C'est du lourd. Allez, il reste un gros quart d'heure, on va dire, dans cette émission. Et puis, on en parlait tout à l'heure, justement. Moi, j'avais une question à vous poser. J'aimerais connaître votre meilleure anecdote, votre meilleur souvenir en course de côte, que ce soit en groupe N ou pas, que ce soit en BMW ou pas. Alors, du coup, pour celles et ceux qui étaient là tout à l'heure, Seb et Bertrand, visiblement, ils ont un dos à nous sortir là. Donc, on va vous laisser nous expliquer tout ça. Tu t'en souviens, Seb, ou tu connais? Ouais, je m'en souviens, mais je vais te laisser faire. Tu auras plus de. Ah, exagère. Ils se refilent la patate chaude, les mecs. Ouais, on était parti au Vérif par la route. C'était donc au Mont d'Or en 2014. On faisait paddock commun avec Ronald, Seb, Steve, malheureusement, puis moi. Et on se dit, qu'est-ce qu'on Mont d'Or, c'est toujours problématique pour ceux qui ne savent pas, pour les Vérifs, enfin problématique. Pour les vérifs, c'est pas simple quand on est installé depuis mercredi, parce qu'on souvent on fait nos vacances. Il faut recharger ou pas tout ça. Donc on avait dit, allez hop, on y va par la route en convoi. Bon, c'est tout. Seb avec la compacte F2000 avec la grosse essence qui buvait comme un trou, plus que les pilotes. Le Ronald Garcès avec la Seat qui braque pas, donc dans les épingles, 63 manœuvres pour monter ou descendre. Ça sent quand même, je coupe avant la fin de l'histoire, ça sent la maréchaussée quand même. Ça sent le. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Ouais, je le vois bien arriver le truc, gros comme une Mais baraque. c'est pas que ça. Et puis, donc, Steve et moi, avec nos autos pour aller faire les courses ou aller au pain, comme disait Pascal, nous la montée avec nos pneus pluie quand même, on était quand même assez correct, on n'avait pas mis des slicks, pour aller au Vérif. Sur le chemin de l'aller, ça s'était pas trop mal passé. Et il n'y a que moi qui me suis fait arrêter par la maréchaussée, donc dans la ville du Mont d'Or. Ouais. Ils ne comprenaient pas, je leur avais dit, si, j'avais une carte grise qui traînait. Je leur avais monté un flanc, ils m'ont cru, pas cru. Enfin, dans tous les cas, j'ai évité. Et c'est sur le chemin du retour, en fait, que ça s'est un peu gâté. Je crois que Seb a dû tomber en panne d'essence, évidemment. Ou t'avais détaillé, je ne sais plus. Ah merde. J'avais prévu un petit bidon parce que j'avais un petit réservoir et la compacte était très gourmande. Donc, je suis tombé en panne et donc j'ai remis de l'essence pour pouvoir repartir. Donc, ça a été sympa. Nickel. Ronald, lui, était toujours en train de manœuvrer 62 fois. Il y avait un bouchon derrière avec la Seat dans les épingles. Pour le coup, moi, ça ne se passait pas trop mal. Il n'y a que quand j'étais dans la côte que je vois monter Jean-François Ganeva qui reconnaissait avec une 405 break d'un jaune des plus beaux. Il monte avec une clé en croix, une roue et un cric. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je dis, je vais dépanner ton copain Steve Cabello. Il est en train de perdre une roue. Oh putain. Steve Cabello, maniaque au possible, hein, Nicolas Millet te le dira, il était avec lui dans l'auto. Il dit, c'est pas possible avec son accent. J'ai tout regardé. La roue, là, on l'a presque doublé. On arrive à l'assistance, on s'est raconté nos trucs. On dit, c'est pas possible, on va écrire un livre. Et le soir, ça s'était terminé par une tempête, ce soir-là. Ah oui. On avait essuyé une tempête de grêle, je ne sais pas si tu te souviens, Pascal, et là, on n'avait pas rigolé.
Eh ouais, La parce journée que là, s'était c'est pas la terminée même, comme ouais. ça. Ouais. Ouais, Ça, c'était sympa. l'anecdote là qui nous revient, oui, effectivement. Bonne journée, ouais, bonne journée. Et du coup, il a perdu sa roue, Steve, ou non? Ça allait? Bah, C'était bon? il s'est arrêté quand la roue. Ouais, je me souviens plus, il faudrait demander Ouais. à Nicolas Millet. Bon, il me Et je racontera, vois ouais, il nous Jean-François racontera. Ganevard monter avec une roue. Non, mais un truc de fou. Mais jamais ça n'arrive, surtout à Steve, quelqu'un qui était ultra maniaque. Ouais, 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 Lui, ouais. il partait pas s'il me allait d'essuie-glace, c'était pas nettoyé. Enfin, tu vois. Et je dis non, c'est pas possible. Eh ben si. Comme Non, quoi, tu vois. c'était un grand moment de vie. Il Voilà. n'y a, il y a- C'était il y des a pas bons moments. de, il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de Mais règle. non. Bon, Non. mis à part ça, est-ce que vous avez comment dire, un bon souvenir autre que cette anecdote, Bertrand, si je te demande ton meilleur souvenir en course de côte à première vue, ça serait quoi, toi, pour toi? Si c'est pas celui-là, bien sûr. Si c'est pas celui-là. Non, j'en ai. Allez, je vais en sélectionner trois, mais j'en ai mais bon deux. Ma presque victoire à Turkheim, là, en 2015, là, je disais, Ouais. ça a été un grand, grand moment. Des défaites comme ça, je veux bien en avoir tous les dimanches, entre guillemets. Ma première victoire au Mont d'Or, quand même. Le Mont d'Or, c'est une course qui me faisait rêver et qui fait toujours rêver. Que j'ai gagné. Je l'ai gagné 3 fois et à la régulière 2 fois devant Pascal, si je ne dis pas de bêtises. Et la dernière, c'était quand même le Saint-Jean-du-Gard en 2019, quand j'avais remonté une Autoneuve. Ouais, quand tu étais revenu, du coup, tu t'es J'étais fait ta revenu, première. oui, parce Ouais. qu'entre-temps, j'ai eu des projets. J'étais un peu dans le flou dans l'auto. Je dis, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Semblerait-il que ça a été dans le bon sens. Mais j'étais au banc d'essai la veille à 8 heures du matin, donc le jeudi. On a bossé comme des acharnés, il n'y a rien qu'à aller. Pour quitter le banc d'essai en Alsace à 19h30, le jeudi soir, pour être à Saint-Jean-du-Gard à 4h30 du matin à peu près, et aller reconnaître la côte à 6h30 avec Yannick Poissignon. Et là, ça va être compliqué. Et le samedi, après la première montée d'essai, bah tiens, encore une anecdote, d'essai chrono, je casse un soufflet de cardan. Une voiture neuve, toute montée neuve de A à Z, ça n'arrive pas. Pascal disait tout à l'heure, les cardans, ils font Ouais. 120 000 km. Je monte tout neuf, un soufflet de cardan qui éclate. Je ne peux même pas dire comment. Je prends tout chez BM. Et ben voilà. Ouais. J'ai dit, tiens, alors là, ça va être un grand moment. Et dimanche soir, je gagne la course, apparemment avec le record. Ouais, ça, c'était un grand moment, ça. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu Ça, m'étonnes. c'était un grand moment. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu Donc, m'étonnes. voilà. Seb, ton meilleur moment, c'est quoi? Est-ce que ça serait pas, tiens d'ailleurs, j'ai une petite idée, mais pareil, une histoire avec de bagarre avec Pascal, non? Ah, si, c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. J'ai eu quand même un bon moment avec la Compac. Première course à Bagnols-Sabran 2014. On venait de finir l'auto, j'avais fait quelques tours de circuit, circuit de karting, donc je n'avais pas trop roulé. On arrive à Sabran, on n'avait pas trop d'ambition, mais voilà, je voulais quand même gagner et puis montrer que ça pouvait être dans le coup, hein, parce qu'à part la compact, à part sur les rallyes, on n'en a pas trop vu en course de côte et C'est surtout vrai. faire des championnats. Et puis on arrive à Sabran, victoire et record, donc voilà, un record qui tenait de Dimitri il y a quelques années avec la Fiesta, donc voilà, ça a été une très belle victoire et un très bon souvenir. Mais s'il y a un meilleur souvenir, voilà, c'est la victoire en groupe N avec l'M3 au Mont d'Or en 2013. En 2013, où je décroche à la dernière montée. Cette année-là, c'était encore au cumul. Et Pascal avait fait le meilleur temps le matin. Moi, j'étais vraiment pas très loin. Et comme c'était une journée où il faisait très très chaud, voilà, c'était difficile d'améliorer. La seconde montée, on était quand même plus loin dans les temps par rapport au matin. Et voilà, dernière montée, bon, je me suis dit, bon, ben là, il faut faire vraiment quelque chose. Je suis parti un petit peu le couteau entre les dents. Quand je revois les vidéos, je frissonne encore un petit peu parce que je me suis dit, il y a certains endroits où ça n'a pas été raisonnable. Mais bon, ça arrive là-haut et ça fait quasiment le temps qu'on faisait le matin à la fraîche. Et puis voilà, au cumul, je gagne. Et surtout que ça fait une victoire de groupe à un championnat d'Europe. Eh oui, bien sûr. Ouais. Cette époque-là, elle était encore championnat d'Europe. Donc voilà. Et puis, Puis il y avait du monde là pour le coup en groupe N, en championnat d'Europe en général, il y a du matos, hein. Il y a du ben, il matos. y a du matos. Et puis Ouais. bon, voilà. Cette année-là, c'était mon troisième Mont d'Or. Ça faisait pas 15 fois que je le faisais. Donc bon, je la connaissais. Mais c'est vrai que sur cette course et avec cette auto, Pascal a quand même beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi. Donc ouais, c'est un moment vraiment de fierté que j'oublierai jamais, quoi. Bah bien sûr, on peut le comprendre. Pascal, toi, alors, il y a encore plus d'années de compétition là.
comment tu arriverais à répondre à ma question là? Est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête? Oui, oui. Ben, pour finir avec Seb, je me rappellerai, j'ai toujours une image. Je le voyais devant moi sur la ligne de départ du Mont d'Or, à la dernière montée de course. Je dis, mais il y croit encore, il y croit, il y croit. Puis moi, j'y croyais pas. Je dis, non, c'est bon, j'avais un peu d'avance. Et j'avais pas envie de tout donner. Je l'avais fait le matin. Et bon, ben, au-dessus, j'étais pas souriant comme tout de suite, là. Et ouais. Comme Ouais, quoi, ouais. hein, Ouais, comme parce quoi que c'était c'est. une victoire en championnat d'Europe. J'en ai jamais eu en Eh championnat oui. d'Europe. Voilà. Moi, oui. Voilà. Après des beaux souvenirs, oui, bien sûr. Il y a l'année en 2007 où on s'est battu jusqu'à la dernière montée de course pour les 3 premières places du championnat. Ça s'est fait en 32 centièmes, le classement du championnat, la dernière montée de Limonest quand même. C'était fou. Ouais. Entre Olivier Nicole et puis Ververt, Nicolas Ververt. Voilà. Donc, j'avais loupé la deuxième au départ. Déjà, je dis, ouais, c'est mal barré, mais on va quand même continuer d'y croire. Et puis, ben, voilà, il manquait 32 centièmes en haut. C'est comme ça. Sinon, une fois aussi à Vuillafan, où j'étais pas dans le coup, mauvaise journée le matin, dimanche, 11e temps du groupe. Mais c'était que des BM devant. Hein. 5e montée, déjà un peu plus réveillé. 5e, et à la dernière, je gagne. Je dis, bon, ben voilà, j'ai assez content de la journée. Et puis les records, mais les records, c'est des moins bons souvenirs parce qu'en fait, tout va bien, on n'a pas l'impression de rouler comme un fou, quoi. Bien sûr, c'est fluide. Ouais, tu fais le travail sans faire pas trop d'erreurs. C'est jamais parfait. Hein. La voiture, elle peut toujours aller plus vite, mais voilà, c'est moins mal que d'habitude et voilà, ça fait des chronos un peu corrects, quoi. Ouais, je vois. Oui, c'est pas comme une victoire épique, que t'as ce qui est pas de record, mais il n'y a pas ce côté un peu bagarre Oui. pour être allé jusqu'au bout, ouais, effectivement. Ouais, il y avait des bagarres Là, c'est en rallye, par contre, où une fois, j'ai jamais gagné un rallye au scratch. J'ai fait 2e au scratch. Mais c'est une belle victoire devant un champion de France, Benoît Duchesne, qui était champion de France des rallyes régionaux avec une GT dans toutes les groupes A. C'était Jean-Claude Alibert devant. Mais là aussi, j'ai eu un super souvenir parce qu'on s'occupait tellement de la bagarre en groupe N que je ne m'étais pas aperçu que j'étais 2e scratch, quoi. Génial. Ça, c'était le même truc. La 5 GT en rallye, comme la BM, c'est-à-dire une auto pas chère qui performait énormément, quoi. Ouais. 165 chevaux pour 820 kilos. Ouais. Oui, c'était des autos fabuleuses aussi. C'était des autos fabuleuses. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, on va consacrer une émission sur Inside Hill Climb à cette auto. Ce sera début mai. J'en dis pas plus. On en reparlera évidemment un petit peu plus tard. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. Alors, on a un petit coucou de Dominique Fad aussi. On parlait justement des pilotes du groupe N. Voilà, on en a retrouvé en route. Hein, on va faire un convoi. Vous allez rester avec moi, les amis. Alors, il est 19h55. Normalement, on est censé rendre l'antenne à 20h, mais on va peut-être être avoir un tout petit peu de retard. Bon, c'est pas grave. Nos abonnés, ils sont là, ils sont contents de nous avoir. Mais là, on va passer bien sûr au quiz. Vous le savez, le quiz Sport Auto, c'est la tradition dans Inside Hill Climb. Quiz Sport Auto dédié bien évidemment au groupe N et puis à la BMW M3 E36. Hein, vous vous en doutez bien. C'est logique. Bertrand, Seb, Pascal, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, je te coupe, Pierre. Vas-y, Bertrand. Tu disais tout à l'heure, tu consacres une émission. C'est à la R5 Turbo, oui, pas à la Super 5 GT Turbo. Oui, c'est vrai, c'est à la R5 Turbo, on va le préciser, tu as raison, tu as bien fait de le préciser. C'est bien à la R5 Turbo, exactement. Eh, je vais l'embaucher, le mec, Oh, t'as vraiment ça. Ce sera mon assistant. Bon, alors est-ce que vous êtes prêts à répondre à mes questions? Je disais, il n'y a pas grand-chose à gagner, hein, c'est vraiment, si je vous paierai un coup éventuellement à la limite, voilà, je vous paierai l'apéro. C'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. Oui. Alors justement, première question, vu qu'on parle de la M3 E36, est-ce que vous êtes capable de me donner, messieurs, les années de production de la BMW M3 E36? 93, 98. Non. 91, 99. Alors il y a 99 qui est bon, mais l'année de démarrage. 90. 99. 92. Je ne sais plus qui c'est qui a dit 92. C'est Ouais. Seb. Voilà, c'est Seb. Donc 92, 99, ouais, exactement. Et pour la petite anecdote, 71 242 exemplaires. Voilà, qui ont été produits de la M3 E36 dans les deux versions, donc la version 3 litres et la version 3 litres 2. Ça, c'est la petite minute Wikipédia. Voilà, vous savez tout. Alors, deuxième question, les amis, j'ai trouvé un podium avec vous trois en groupe N. Et oui, il y en a eu. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas forcément tous les trois roulé tout le temps en même temps dans le groupe N, mais j'ai trouvé un podium, notamment Turkheim en 2013. Vous étiez tous les trois sur le podium, puisque c'était Pascal qui s'était imposé devant Seb et Bertrand
troisième. La question est la suivante. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous rapprocher le plus possible de votre meilleure montée de course, votre meilleur temps de course. Bertrand, selon toi, Turkheim À 2013. Turkheim, Ouais, en 2013, j'ai le chrono exact sous les yeux. Hein. 3:17 200. Non, loupé. Seb, Ah, attends, en 2013 2013, Turkheim 2013. Quand vous êtes tous les trois sur le podium. Meilleur alors temps du attends. dimanche, hein, bien sûr. Hein, je En précise. cours Ah, en course Bien sûr, bien sûr. Alors, je crois que c'est 3:14. Ok, je note. On vérifiera tout à l'heure. Seb, Moi, c'est 3:12. ok. Pascal, Alors, moi, 3-11. ouais, c'est ça. C'est ça, vous avez bonne mémoire. Pascal, 3, Les trois, on a bon 312. Ouais, les 3, vous avez bon, ouais. Les 3, vous avez bon. 3-11, 312, Pascal. 3-12, 301 pour Seb. Et 3-14, 228 pour Bertrand. Voilà, c'était le podium scratch du groupe N de Turkheim en 2013. Voilà, voilà. Vous savez tout. Troisième question. Alors, vous avez donné la réponse tout à l'heure, mais bon, je vous ai rien dit, parce qu'il fallait laisser dérouler l'émission. Donnez-moi, messieurs, le nom du champion de France groupe N en 2007. Nico Verver. Ouais, Nicolas Oui, Verver. c'est Verver, oui, c'est juste, oui. En plus, c'est toi, Bertrand, qui l'a dit tout à l'heure. Mais, Oui, oui, Seb, non, oui, t'as oui, c'est coiffé. juste. Meilleur départ. Meilleur départ. Aux 311 mètres, il était devant, Seb. Il est passé devant toi. Il est passé devant toi. Quatrième question. Alors là, on va parler de cette année. Alors Bertrand, tu y étais, mais tu n'étais pas en tant que pilote. Dernier week-end de course qu'on a vécu en championnat de France. Dernier week-end en groupe N. C'était la deuxième manche de Bagnoles Savant. Hein, c'était au mois d'octobre en 2020. Victoire donc de Seb. Pascal, deuxième. Mais qui était troisième? Loulou? Non, pas Loulou. Alex Non. Pierre. Ouais, Alex Pierre, exactement. Bonne réponse. Avec là aussi une BM, du coup 2 BM sur le podium et Pascal intercalé entre les deux avec la Mégane RS. Et Seb là, il a marqué des points. Hein. Il a révisé le mec. Il a révisé. Ouais, mais tu Ouais, parlais du ouais. 311 mètres tout à l'heure, Pierre, je te coupe. Pascal ne dira pas le contraire. Au Mont d'Or, c'est souvent le Loulou qui est devant aux 311 mètres. Hein. Ouais. C'est vrai. Faudrait regarder si, c'est les vrai, chronos. hein. J'ai Ah non, je suis sûr pas. que c'est vrai, Pierre. Ah Hein. ouais. Ok, non, mais c'est carrément possible. Je regarderai les chronos pour ma culture personnelle. Je regarderai ça. Je Non, regarderai non, ça. si. Je regarderai ça. Merci pour l'info. Écoute, tu vois comme quoi l'émission sert à apprendre. Ouais, c'est juste plein une de petite choses. parenthèse comme Bah ça, oui, non, mais, c'est intéressant à c'est. signaler parce que c'est vrai que effectivement, c'est toujours des chronos qu'on regarde au Mont d'Or, quoi. C'est un peu la référence du départ, le 311 mètres, et c'est pour ça que c'est intéressant. Je regarderai ça avec plaisir. Je Dernière peux me question, permettre les une amis. question, excuse-moi, Pierre. Je Vas-y, te coupe. dis-moi. Ouais, on va prolonger, on a le temps. Hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas Est-ce grave. que. Non, c'est parce qu'on suit des records. Et Pascal, tu pourrais nous donner le record à la Pommeraye? Mais la Pommeraye, il y a eu plusieurs configurations. Ah oui, Ah c'est oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Dans la config actuelle avec. Je me demande si c'est pas toi. ouais, avec la BM, la première année, je crois. C'est vrai que la première Pommeraye année, entre le frein configuration. épingle 90, la chicane, etc., il y a eu pas mal C'est de. pas- Pascal, c'est pas 2015 ton record? Possible, ouais. Une 08 297. Ouais, c'est pas un gros record, mais voilà. Bah, C'est c'est un record quand même. le Ouais, mais statisticien de Inside. Et moi, j'ai fait 0,8 400. T'as fait combien? 0,8 400 toi, t'as fait? En 2019, oui, je crois, Ouais. oui. Ouais. Et le record, Eh bien, Seb? Pascal, Le record, ouais, Seb, pardon, tu disais de Pascal? Pascal avait fait 08 297. Ouais, donc il n'y a pas. 2015. Il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme. Allez, alors, dernière question, les gars. Dernière question de ce quiz, parce que vous le savez, maintenant dans le quiz, je pose toujours une question en rapport avec l'émission, donc la prochaine émission d'Inside. On va faire une petite charade et vous allez essayer de trouver l'un de mes invités de la prochaine émission. Prochaine émission, je le dis d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le programme des émissions, ça ne sera pas jeudi prochain, exceptionnellement, ça sera samedi prochain, ça sera le 10 avril. Pourquoi? Parce qu'on fêtera les 1 an d'Inside Hill Climb et la première émission c'était le 10 avril 2020. Et oui, alors c'était pas sous cette forme, c'était sur les mordus à l'époque, hein. On salue Marco qui nous regarde, mais c'était il y a 1 an, donc le 10 avril ça fera 1 an, et donc c'est pour ça qu'on a décalé l'émission exceptionnellement au samedi 10 avril, donc on aura un super programme avec des cadeaux à gagner d'ailleurs avec nos partenaires, je vous le dis, et donc l'un de mes premiers invités, voici la petite énigme à résoudre. Mon premier est à la France, ce que la lyre était à l'Italie.
Mon deuxième est la moitié de 12. Mon troisième, c'est un emplacement dans lequel on peut y planter un couteau, par exemple. Et mon quatrième est une commune du Var. Et mon tout est donc un de mes invités de samedi prochain. Alors, est-ce que vous l'avez? Francis Dosier, non, on l'a déjà eu. Ouais, si, Francis Dosier, voilà, c'est ça, exactement. Tu vois. Ah oui. Mon premier est à la France ce que la lyre était à l'Italie, donc c'est le franc, moitié de 12, 6. On plante un couteau dans le dos, et puis dans le Var, il y a une commune qui s'appelle Hyères. Voilà, c'est pas... J'ai bossé, hein. Ouais, c'était pas mal. Attention. Donc Francis Dosier qui sera à nos côtés, effectivement. C'est le rendez-vous que vous pouvez noter pour cette émission exceptionnelle. Donc ce sera les 1 an d'Inside Hillclimb, et on vous donnera bien sûr le programme très très vite. Écoutez les gars, il est 20h03, on a presque rempli nos obligations de terminer à 20h. On n'a pas de couvre-feu sur Internet, donc ça va, on n'est pas obligé de se cantonner à 1 heure. Mais on en a terminé en tout cas avec cette émission. C'était un véritable plaisir que de vous avoir. Avant de se quitter, je vais vous laisser un petit mot de la fin, bien sûr, pour remercier qui vous voulez, hein, si vous le souhaitez, passer un petit message. Bertrand, si tu veux commencer, c'est à toi. Oui, je ne veux pas dire que la liste va être longue, mais non, merci déjà toi, Pierre, nous réaccueillir, on va dire. Avec plaisir. Nicolas Miel, Marc Scheidecker aussi, parce que maintenant, voilà. Je voudrais remercier la famille Poinsignon, qui me donne un coup de main quand même un peu dans le montage de mon auto, avec les cousins réunis, hein, Olivier et Cyril, leurs cousins. Je voulais remercier Tony Hubert aussi, de la société ASC Racing, qui m'aide aussi. C'est un super type, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui court aussi. Et avant d'être revendeur, il est pilote et mécano. C'est un vrai passionné en plus, qui plus est. Lui, lui, tu le connais un petit peu, non, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Mes parents, hein, toujours. Pardon. Ronald Garcès aussi. Et puis ma copine qui me supporte, parce que je ne sais pas comment elle fait. Alors, je vais la remercier quand même. On a tous une copine qui nous supporte à cause de elle a du mérite. Hein. On en a tous une. Elle a du mérite. Hein. Bon, c'est cool. Seb, merci à tous. Seb, je te fais passer tout de suite parce que là, regarde, t'as un manque de luminosité. Là, on est en train de perdre Seb, il est en train de tomber dans le. Ouais, je vois que je tombe dans le noir. C'est ça. Alors, vas-y, écoute, c'est à toi. Non, mais c'est sûr que je voudrais remercier d'abord toi pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir, encore une fois. Après, mon plus proche ami et voisin, Bertrand, qui m'a pas mal aidé pendant l'intersaison, il est toujours là présent pour l'auto et pour moi. Et puis voilà, c'est un très bon ami. Donc, merci à toi. Et après, mes fidèles partenaires, ma famille, qui sont mes premiers supporters sur les courses. Et les caméramans, El Perali, tout le monde qui nous fait des souvenirs incroyables à chaque course. Et puis pour finir, ma compagne aussi qui me supporte et qui essaye de me suivre le plus possible sur les courses. Donc voilà, merci à tout ce beau monde. Eh bien écoute, merci en tout cas à toi d'être à nos côtés. Merci de porter les couleurs d'Inside aussi. C'est vrai que sur l'arrière de la BM, on a un petit Inside qui s'est glissé. Pascal, si tu veux toi aussi faire ton petit mot de la fin, c'est à toi. Alors Pierre, merci à toi pour tout ce que tu fais parce que tu amènes un vent de jeunesse là qui est bien, qui brasse un petit peu tout ça, qui fait du bien, qui amène des nouveautés. Eh ben merci les gars, ça fait plaisir. Les commissaires de course, on ne les voit pas trop, mais merci à eux aussi parce qu'ils ont envie, ils aiment ça, ils aiment le sport auto. Peut-être qu'ils n'osent pas franchir le dernier pas ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, mais enfin, merci à eux aussi. Les organisateurs, tout ça. Moi, mon pote Bernard qui me suit à toutes les courses et puis qui est là pour la mécanique, les bons jours et les mauvais jours aussi. Ma fille Morane et ma compagne Christine, mes parents et puis les supporters, les fans, hein, quand on voit les jeunes qui sont derrière et qui vivent ce qu'on vit. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, ce n'est pas la meilleure période, mais on n'a pas trop le droit de se plaindre parce qu'on a vécu des belles choses et on va encore en vivre.
Bah, c'est clair, il n'y a pas de raison. Effectivement, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est bon, peut-être pour le bien de tous au passage, bien évidemment. Et donc, on a hâte, en tout cas, de se retrouver. Bah, écoutez, les gars, je vous remercie. Il faut vraiment qu'on coupe parce que là, on est en train de perdre Seb. On a que le reflet dans les lunettes, là. On voit que lui, on voit que ça de Seb. Donc, il faut qu'on arrête. C'est bon, c'est le signal qu'il faut rendre l'antenne. En tout cas, blague à part, je vous remercie, Bertrand, Pascal, Seb. C'était un plaisir que de vous avoir. Pour Merci à toi. Ouais. les spectateurs, bah, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Donc notez bien, prochain rendez-vous, ce ne sera pas jeudi prochain, ça sera bien samedi 10 avril. On fête les 1 an d'Inside en live. Merci à tous les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Pierre. Merci, bonne Bonsoir soirée. à tous.